Bienvenue au podcast Les Deux Jetis animé par Hugo Prince et Kevin Caboret. Aujourd'hui, on vous parle de ce qui se passe aux États-Unis après le Super Mardi et l'influence que ça aura sur les élections en 2024. on vous parle aussi de la mort d'Alexei Navalny. En fait, c'est politicien russe qui était un des opposants les plus populaires contre Vladimir Poutine. Et aussi, en fait, on va parler de la France qui a mis l'avortement dans sa constitution. C'est une première mondiale. Et on revient au Québec pour parler de Denis Villeneuve qui rentre dans le Hall of Fame de la science-fiction avec une partie 2. Exactement. Ne manquez pas ça. Hey Kevin, fait que, on va commencer en fait avec les élections américaines, les super mardi. Ouais, ben, pour vous faire une présentation très courte, le débat c'était toujours Trump contre Biden. Le Super Mardi a juste confirmé ça. Après les résultats, ben, Nikki Haley a abandonné la course sans apporter son soutien à Donald Trump. Ouais. Mais on a vu que dans certains postes, comment dire, il y a une rébellion il y a un mouvement anti-Trump parmi les républicains qui se crée. Mhm. On a, en même temps que le Super Mardi, eu l'occasion de voir la couverture par ben, les grands postes médiatiques, Fox News, CNN, mais aussi on avait mentionné que Jon Stewart avait fait son retour au Daily Show. Et j'ai l'impression que c'est une voix qui va porter beaucoup la perspective des Américains Modéré. moins partisans. Ouais. Oui. Mais en fait, c'est quoi les super mardis? C'est juste la journée la plus importante au niveau national pour les élections primaires et les caucus avant les jours du scrutin en novembre. En fait, c'est les moments pour choisir vraiment les prochains candidats, soit républicains ou démocrates. Puis du côté démocrate, ben, il y avait juste Joe Biden. C'était juste Ouais. lui qui était présenté. Il y avait Il y quelques. avait quelques candidats qui ont amassé quelques votes, mais il n'y avait pas de menace. Ouais, c'est ça exactement. Mais ça se déroule dans 16 États et en territoire de l'Alaska à la Californie. Et Mm. puis, je pense que c'est dans son territoire, en fait, le territoire de Samoa, où Joe Biden a perdu, genre. Il me semble que Ouais. oui. Il a perdu contre, je sais pas vraiment, j'ai comme un candidat qui est pas vraiment connu, mais il a vraiment perdu. C'est le seul territoire, en fait, qu'il a perdu là. Les restes, il a vraiment remporté. Puis la même chose pour Trump. Je pense que Trump a juste perdu au Vermont, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça. Euh, Pour ceux qui nous suivent après l'émission, mais vu que c'est pas live, allez voir notre page Instagram, vous allez voir qu'on a mis une carte qui montre les différents endroits où Nikki Haley, qui était la candidate la plus forte des républicains à s'opposer à Trump, a eu ben, du soutien. Là. Ça vous donne une Exactement, idée. mais c'est genre, l'effet qu'elle a gagné au Vermont, c'est genre, Donald Trump, si elle n'aurait pas gagné là, Donald Trump l'aurait porté partout, là, c'est quand même incroyable. Mais elle a réussi quand même à remporter cet État-là. Puis elle a, comme tu l'as mentionné, elle a quitté la course, mais elle n'a pas encore donné son appui. On ne sait pas si elle va donner son appui à Trump, parce qu'elle Ben, avait c'est plus que ça. Elle a dit, Mhm. s'il veut le soutien des Américains, c'est à lui de choisir. Ouais. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on avait déjà parlé au podcast que le Colorado avait tenté, genre, de vraiment, avait tenté au niveau de la Cour pour pas que Donald Trump puisse se présenter au Colorado, mais la Cour suprême a renversé cette décision, puis Donald Trump, je pense qu'il a gagné le Colorado, pareil. Fait que, tu Ouais. sais,
Mais c'est quand même intéressant parce que c'est quand même un ensemble, une but que ça donne, genre vraiment des intentions de vote, puis vraiment l'effet que Trump soit. En fait, Trump n'a même pas participé à aucun débat, hein. Aucun débat républicain, il n'a pas été au Non, débat non, non. de la télé, puis Et- en fait, il a juste publié sur son réseau social, puis il se moquait de tout le monde qui se présentait. Fait que, ouais. c'est incroyable quand même qu'un un candidat il ne s'est pas présenté au débat puis il a quand même réussi à gagner. Et c'était le candidat favori, mais ce qui est marquant, c'est que après avoir gagné dans son discours de réponse à Nikki Haley, basically, il disait, si vous avez voté pour elle, pas la peine de venir. Mais écoute, c'est pas ça, c'est pas un discours rassembleur, puis c'est vraiment ça que Nikki Haley vraiment tenté genre de dire en fait que Donald Trump n'est pas rassembleur, puis il y a certains républicains, comme tu l'avais mentionné, il y avait beaucoup d'hésitations pour voter pour Donald Trump. Mais en fait, Nikki Haley, je pense pas qu'elle avait genre cette force, en fait, on dirait que c'est charisme, en fait, pour contrer Donald Trump. Le même Ron DeSantis qu'on pensait vraiment qu'il allait gagner, lui qui avait gagné vraiment, genre, aux élections des mi-mandats en Floride, qui avait tout gagné, puis on pensait que c'était le candidat idéal, il s'est présenté, mais il a vraiment perdu, puis on dirait que les gens maintenant, on est là, mais Ron DeSantis, c'était pas la solution. Même lui, il a pas réussi à gagner contre Donald Trump, fait que t'es Nikki Ben, Haley. Ron DeSantis, c'était, comment dire, un enjeu de prestance. Il a pas une aussi bonne présence devant la caméra ou devant la plupart des Américains républicains, entre guillemets. Puis, Ouais. et Nikki Haley, elle a réussi à, comment dire, élever sa plateforme dans un sens. Il y a des articles au Québec qui parlent de comment Nikki Haley influence certains politiciens, etc. Mais est-ce que tu penses qu'elle avait je pense pas qu'elle avait cette hit power genre c'est genre qu'est-ce que Donald Trump a c'est comme cette façon d'attirer les gens. On dirait que Nikki elle attirait plus les gens plus éduqués, on dirait un peu plus vraiment genre politicienne carré. Alors que Donald Trump, lui, il s'en fout carrément, là, il participe même pas au débat. Fait qu'elle, elle avait un discours où je suis l'option, pour ceux qui, genre, ça vous tente pas de voter pour Trump, vous êtes plus éduqués, ou vous êtes plus, genre, partisan, c'est moi, genre, on dirait, j'avais Je cette pense pas que c'est impression. ça qu'elle essaie de représenter. Oui, on peut le percevoir de cette façon un peu, mais je pense qu'elle essaie de représenter, c'était comme Trump est en train de diviser les républicains et les MAGA ne représentent pas tous les républicains. Ouais, exactement. C'est ça. Puis elle apprenait vraiment cette partie-là. C'était ça, en fait, son discours contre Trump. Mais il faut pas oublier aussi que du côté des démocrates, genre Joe Biden non plus, c'est pas comme si c'était facile pour lui. Il n'y a pas vraiment une bonne. Joe Biden, en fait, il y a une faible cote de popularité, en fait, dans les sondages. Puis il y a beaucoup d'Américains qui veulent pas voter pour lui, là. Le gars, il a comme Ouais. 81 ans. Ben, oui, au niveau de l'âge, comme je dis, Jon Stewart a fait tout un show là-dessus où il Ouais. explique que on est en train de voter entre les deux candidats les plus âgés de l'histoire des États-Unis. Et le précédent record, c'était eux deux il y a 4 ans. Genre, Mais pour de vrai, il n'y a pas d'autre choix, il y a juste deux. Puis là, c'est comme un rematch. Puis là, maintenant, genre, dans son discours des victoires, en fait, je pense que Donald Trump a pas vraiment mentionné Nikki. Il s'est vraiment attaqué à Biden parce qu'il se disait, genre, maintenant qu'il a gagné, c'est genre son prochain adversaire, c'est Joe Biden. Genre, oui, il s'attaque à Biden sur, comment dire, la gestion de la crise des migrants. Or que en ce moment, il y avait un accord sur comment adresser la crise des migrants. Il y a
j'ai envie de dire, un mois que ça a commencé. On a entendu parler dans les médias. Mhm. Et en ce moment, ceux qui font opposition au ça, c'est les républicains parce qu'en ce moment, c'est leur arme de discussion la plus efficace. La deuxième arme qu'ils ont, c'est comment Joe Biden traite le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et bah, le discours de Trump, c'est un peu laissons-les faire ce qu'ils ont à faire. C'est c'est difficile à défendre. Oui. Mais il faut aussi mentionner que ni Trump et Biden n'ont pu officiellement obtenir l'investiture de leur parti lors du super mardi. Genre, plutôt, un ou l'autre candidat est pressenti de son parti. En fait, c'est les 12 mars pour Trump et les 19 mars pour Biden. C'était pas genre, même super mardi, même s'ils ont gagné beaucoup d'États et territoires, c'était pas officiellement là qu'ils ont obtenu l'investiture. Fait que parce qu'en fait, chez les républicains, ça prend pour remporter l'investiture 1215 délégués, la moitié des 2429, puis les démocrates, ben, le cap atteint est de 1968 délégués. Bah, on Mais va c'est juste voir comme comment jour ça 1. évolue dans les prochains mois. Oui, exactement. Mais on, j'ai hâte de voir comment Trump va, comment dire, justifier sa position politique au niveau de tout ce qui est la crise des migrants. Oui, exactement. Donald Trump a souvent été attaqué par beaucoup de choses, puis même il est encore en procès en procès en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les accusations qu'il y a eu, puis il y a des procès, puis il a tout le temps été accusé de plein de choses, même il a été accusé euh, d'avoir des liens avec la Russie. Puis justement pour rentrer dans notre prochain sujet qui est la Russie en fait. Vladimir Poutine, parce qu'il y a des élections aussi en Russie, genre, qu'on va certainement parler dans un prochain podcast, Ouais. les résultats, mais tu sais, les résultats, on sait déjà à l'avance qui va gagner. Plus Je ou pensais qu'il y moins. avait des surprises, là. Il n'y a pas de Ouais. surprise pour personne. C'est Vladimir Poutine qui continue, en fait, son règne de président. Même, je pense qu'il avait changé la constitution, puis il avait fait des trucs. Puis je pense que s'il gagne, il va être jusqu'en 2036. Puis Et Puis c'est là, ça. parce qu'il y a pas. Les opposants sont, sont là, mais ils se font rares. Parce que, Ouais. Ils en, sont, il y en a fait, quelqu'un qui s'en occupe. ouais. Mais en fait, l'opposant le plus célèbre, le plus connu de Poutine en Russie, c'était Alexei Navalny. En fait, qui avait été empoisonné, je pense, l'année passée en Allemagne. Puis il est rentré après en Russie, puis de là, ben, il a été emprisonné dans une prison russe. Puis il est mort soudainement. On ne connaît pas vraiment les causes de sa mort. Et Ouais. puis, son décès a été annoncé le 16 février à 14h19 hors de Moscou par les services pénitentiaires de la région arctique russe de Jamalnet. Fait que, je pense que dans ça, il prenait une marche, puis soudainement, eh bien, il est décédé, c'est ça? Pa- Je Parce que, suis sûr que Vladimir Poutine, il a laissé passer de l'arme. Il a laissé couler de l'arme. mais en fait, il purgeait une peine de 19 ans d'emprisonnement pour extrémisme. Ouais, Genre, ouais, non. Juste pour donner un contexte, c'est comme, il savait qu'en retournant en Russie, il allait être empoisonné. il Et était empoisonné avant, non? ouais, il a Ouais. été empoisonné. Beaucoup de... Ok, mais je prends juste une description de la Russie à gros coup de pinceau, là, mais depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, beaucoup de journalistes ont été rajoutés sur la liste des terroristes, en guillemets, ouais, parce Ouais. qu'ils ont fait une couverture moins positive de comment ben, la Russie avait envahi l'Ukraine. Ouais. Et
Pour te donner une idée de qui est sur la liste des personnes extrémistes et tout, tu connais Garry Kasparov? Non. C'est- C'est un des joueurs d'échecs les plus populaires. Ah, ok, Angel, je sais. Ouais. Puis dans une liste parce qu'il s'oppose au régime À de. Poutine. Il critique le régime de Poutine, genre. Oui, juste le fait de critiquer les régimes, Ouais, ouais, c'est une liste de terroristes. c'est ça, dans une liste de terroristes en plus. Mais selon les pénitenciers, il est décédé, genre, la cause de la mort, c'est comme le syndrome de la mort subite. Fait que le syndrome de la mort subite, il y a un terme vague pour désigner différents syndromes cardiaques Mhm. qui provoquent un arrêt cardiaque soudain et la mort. Fait que, puis, il y a sa femme qui a décidé de continuer son travail, en fait. Puis, je pense même qu'elle était sur X, puis son compte a été bloqué, quelque chose comme ça. Ça, j'ai pas vu. Ouais. Mais il y a sa femme qui a décidé vraiment de continuer son combat parce qu'il a quand même fait, il a quand même été un des opposants les plus féroces, puis genre des Poutines, puis comme il dénonçait la corruption et tout. Je sais que c'est pas que il faut vraiment genre des guts pour faire ça en Russie, puis le truc, c'est il est mort soudainement, genre, avant une élection. Fait que, tu sais, comme, même si le projet est bien temps en prison, puis certain que c'est dans une prison en Russie où ce qui certainement, ça doit être de la torture, tu sais, c'est un article, il fait froid, là. Puis tout, Ouais. c'est pas des conditions, c'est pas des très bonnes conditions, mais genre, le fait qu'il soit décédé quelques semaines avant une élection russe, même s'il ne peut pas se présenter, c'est encore un symbole, en fait, genre d'opposition en Russie. Genre, c'était comme, Ben, c'est sûr que ça attirait l'attention de pas mal tous les gouvernements sur les élections en Russie. ouais, exactement, tu sais. Puis lui, il y avait quand même encore une voix, genre, il y avait quand même encore une présence. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il a été assassiné? Si tu me donnais, genre, 10 pièces et que tu mets Poutine à l'autre bout de la pièce, je te dirais que non. Mais il y a de bonnes chances que ouais. OK, OK. Oui. Non, mais dans tous les contextes comme ça, qui on connaît pas vraiment l'accord des morts, euh, puis déjà que Vladimir Poutine est connu tu sais, c'est des genres de personnes qui veulent vraiment avoir une emprise dans le pouvoir, puis tous ceux qui s'opposent contre lui, ben, sont soit Est-ce que éliminés. l'ancien directeur, bah, directeur, ouais, me semble que c'était l'ancien directeur du KGB avec un historique de paranoïa par rapport au poison, a pu faire tuer un opposant politique, le énième sur la liste. Et moi, je vous laisse décider, mais Mais parce qu'il faut pas oublier que en fait, le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigogine, est mort en août ouais, dernier dans un accident Prigogine, d'avion, 2 mois ah, après avoir défié publiquement le président russe. Là. Faut pas ouais, oublier ouais, que lui a défié le président, puis 2 mois après, il était plus là. Puis ouais, lui aussi, il a eu droit à une larme. en 2015, il y a un autre opposant à Poutine qui a été abattu dans la place Rouge. Puis en 2006 aussi, un journaliste d'enquête a été tué chez elle. Puis tu sais, il y a plein de gens qui étaient comme, oh, qui ont défié, opposé Poutine, qui sont décédés. Mais il y a beaucoup il y a beaucoup, tu sais, comme, il y a beaucoup de présidents, premiers ministres qui sont sortis, qui ont parlé en fait de la mort d'Alexei Navalny, qui justement, je pense, Emmanuel Macron aussi, il a fait quelques commentaires sur ça. Puis j'ai pas les commentaires en tant que tel, mais je sais que Justin Trudeau avait dit la mort de Navalny rappelle au monde entier à quel point Poutine est un monstre et à quel point il est déterminé à réprimer quiconque qui se bat pour la liberté. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sortis qui ont commenté cette mort. Ouais. Ouais, j'ai pas vu, comment dire, Macron parler du décès de Navalny, mais j'ai vu qu'il avait parlé
du décès de Akira Toriyama. Mhm. Ouais, 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 les créateurs de Dragon Ball, oui. Je pense qu'il y avait une image, en fait, qui a publié, signée du créateur de Dragon Ball. Et puis, justement, en parlant d'Emmanuel Macron, on peut parler, en fait, de la France, qui historiquement, devient le premier pays au monde à mettre l'avortement dans sa constitution. C'est une première mondiale. Puis, en fait, l'avortement a été légalisé en France en 1975. Puis la liberté d'avorter devait être inscrite dans la Constitution française, comme je l'ai dit, une première mondiale. Puis la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Puis justement, c'est quand même incroyable que la France a vraiment parce que tu sais, quand tu commences à aller dans la Constitution, c'est quelque chose c'est comme ça fait partie du pays, ça fait partie du fondement, puis le fait que la France a décidé de mettre ça dans sa Constitution pour que les femmes aient vraiment des droits à ça, puis il n'y a rien d'autre qui puisse les en empêcher, c'est incroyable. Ouais, c'est quand c'est rajouté dans la Constitution, ça prend beaucoup de volonté et beaucoup de temps pour le changer. Oui, exactement. Oui, non, non, c'est ça. Dès que c'est là, c'est quand même un très, très long processus pour changer ça, mais c'est fait. Puis, en fait, ça a été initié par la gauche, hein, porté par les sensations féministes et finalement embrassé par les gouvernements après plusieurs initiatives parlementaires, soutenues par plus de 80% de la population française, selon des divers sondages. La constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse s'est progressivement imposée dans les paysages politiques. La droite et l'extrême droite, historiquement opposées aux sceptiques, ben, devant la formulation détenue par le gouvernement, ont fini par voter majoritairement pour la réforme, malgré Ouais. certaines réticences. Même la droite a voté pour la réforme, c'est quand même incroyable. Les Ben, autres sont quand même opposés, genre, à l'avortement et tout. on en parlait juste avant le show, là, mais tu as fait la comparaison avec les États-Unis. Et ça montre que, comment dire, on parle de droite, là, mais aux États-Unis, Roe v. Wade a été, ben, le jugement a été renversé. Ça, c'était une initiative de la droite, ben, des républicains majoritairement. On voit l'opposé en France. Pour moi, ça soulève la question à quel point, comment dire, les, les, ben, la droite en France représente les mêmes valeurs. Oui, mais genre, c'était quand même, c'était une réaction par rapport à ce que tu dis, ce qui s'est passé aux États-Unis, genre, quand on dirait, ça... Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est plutôt par rapport à une réaction de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est pour ça que ça a commencé. Mhm. Puis, les critiques des Français devraient dire, on ne devrait pas, genre, faire des choses à cause qu'on doit réagir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, là. Fait que c'est quand même ces critiques-là qui les gens en ont parlé. Mais tu sais, est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres pays qui vont commencer, qui vont prendre l'exemple de la France, qui vont dire on va inclure ça dans notre constitution? D'autres pays, tu veux dire, en Europe, J'imagine que ce serait plus en Europe parce que si je pense c'est plus ça commence en France, ça serait vraiment plus difficile aux États-Unis, genre certainement pas, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même c'est quand même une grande majorité des gens sont opposés. Et mhm, puis, j'ai l'impression que si en notre pays, ça va être en Europe. ouais. Et l'autre question, c'est, comment dire, euh, le droit à l'avortement, c'est, ou plutôt l'opposition au droit à l'avortement est souvent associée avec la droite, mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de, ben, pas juste religieux, mais vraiment chrétien.
dans un Ouais, sens. mais si tu parles de ça, mais le Vatican, c'est vraiment opposé à ça, genre. Le Vatican, Ouais, c'est ça. le Vatican a redit son opposition à tout droit à supprimer une vie humaine. Mm. C'est certain que, comme tu parles des religions, puis c'est certain que le Vatican doit commenter ça parce que c'est une première mondiale, puis ils sont vraiment opposés. Et puis j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir d'autres pays qui vont commencer à avoir genre commencer à en parler. Est-ce qu'ils vont les faire comme la France fait? Parce qu'on dirait que la France fait vraiment des choses genre, historiques. Fait que- Ouais, ben, mais pourquoi tu penses que la France a été capable de faire ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont plus progressistes? Est-ce que tu penses qu'ils ont plus d'ouverture d'esprit? Est-ce que tu penses que la France a tout le temps je laissé? dirais que dernièrement, la politique française était, ben, les politiciens au pouvoir, le gouvernement Macron était très impopulaire Mhm. et qu'ils ont tenté de passer une mesure qui est plus ou moins acceptée par tous pour essayer de rétablir un certain équilibre. Le droit à l'avortement n'était pas, comment dire, dans le débat public, j'ai l'impression. Non, non. Fait que c'est plus que c'était une confirmation de valeur qui existait déjà. C'était pas comme, il n'y a pas eu tout un mouvement pendant des années pour essayer de le rajouter dans la Non, Constitution, non, j'ai mais l'impression. comme on disait, c'est juste une réaction par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Genre, Ouais. la France a réagi de même. Puis comme tu disais, le gouvernement de Macron tu sais, n'est pas si populaire qu'avant. Et puis il y a beaucoup de critiques. Fait que le fait, genre, de passer ça historiquement, c'est peut-être ça donne une meilleure impression de son gouvernement. Mhm. Puis, tu sais, comme ça donne une bonne impression du côté de la gauche, des gens plus gauchistes, des associations féministes et tout. Là, ça leur donne une meilleure image de ces côtés-là. Puis, genre, peut-être ça va être un des points marquants de ce gouvernement, là. Ouais. Et aussi du film québécois, Dune. Oui, oui, oui. Euh, En fait, Dune 2 qui est sorti finalement, qui a été repoussé à cette année, qui est supposément, qui devait sortir supposément l'année passée, je pense au mois de novembre, qui a été repoussé Ouais. là plus tard. Il a été repoussé au mois de mars 2024. Puis, vraiment un gros casting avec beaucoup d'acteurs connus. Et puis, Ouais. c'est la suite de Dune 1. Puis, qu'est-ce que tu as pensé du film, Kev? Bah, avant de parler du film, j'ai une question pour toi. Si tu devais choisir le dernier film que tu vas voir, le tout dernier que tu peux voir dans toute ta vie, quel film tu prendrais? Film récent ou plus vieux, là? Peu importe. Peu importe, le dernier film que tu vas voir. Tu peux choisir un film qui va sortir. Bah, je suis quand même un fan de Martin Scorsese, puis j'ai bien aimé son film avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon. Je sais pas si tu connais Departed. Departed. Oh, ouais, 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 ouais. Avec Jack Nicholson, qui est un de mes acteurs préférés. Fait que ces films-là, je l'ai vraiment aimé. Puis je pense que c'est ces films-là qui ont gagné son Oscar. Puis j'adore ces films. C'est un des derniers films que tu sais, je te dis pas que c'est comme un chef-d'œuvre, puis il faut, mais pour moi, c'est comme un film si c'est le dernier film que je devais choisir, ce serait lui, là. Hmm, I respect it. Ben, moi, j'avais, j'ai comme deux gros débats et deux grosses suggestions, là. Il y Mhm. a Soy Cuba, qui est, c'est pas, bon, il y a de l'action là, mais c'est très contemplatif. C'est comme si tu te promenais à Cuba, tu,
tu voyais comment était la vie bah, dans certaines zones de Cuba, etc. Et moi, c'est un film qui m'a marqué beaucoup. Mais celui qui a été le plus marquant pour moi, même si beaucoup de gens le trouvent trop violent, ce serait La Cité de Dieu. Je sais OK. pas si tu en as entendu parler. La Cité de Dieu, Ouais. c'est c'est-tu un film américain? Et tu dis? C'est-tu un film américain? Euh, Brésilien. Non, j'ai jamais. Ça parle de quoi? Euh, comment dire? Bah, la violence reliée à la vente de drogue et aux gangs euh, à Rio. OK. Fait que si c'est ça si t'as un seul film à choisir, c'est celui-là que tu voulais regarder avant. Ouais, c'est un film que je retourne voir de temps en temps. OK. Mais pourquoi je pose cette question? C'est parce que ben, pour un Québécois qui était, comment on dit, en fin de vie, ben, lui, son choix, c'était d'une partie 2. Pour le vrai? Ouais. Et ben, Denis Villeneuve, qui est québécois, justement, il a fait l'effort d'essayer d'accomplir ce rêve-là. Il a essayé d'une part de le faire venir euh, aux premières projections de Dune, mais le gars était dans un état trop instable pour voyager. Alors au final, il a juste envoyé un ordinateur avec une copie du film. Ouais, non, mais c'est quand même, il y a beaucoup de gens, puis nous inclus, on avait hâte de voir ces films-là, puis Ouais, certainement qui étaient comme, si c'est un des films, si c'est un des seuls, si c'est le dernier film que tu vas voir avant de mourir, je pense que c'est bien, oui, parce que, tu sais, euh, avant de parler de notre critique, je vais juste donner un peu de contexte. En fait, Dune 2 est quand même un très, très bon box-office. Et envisage, en fait, Dune 2 envisage un gain de 28 millions de dollars et devrait dépasser la barre de 200 millions de dollars au niveau national aux États-Unis et 400 millions de dollars à l'échelle mondiale. Mais le truc, c'est qu'il s'est fait dépasser par Kung Fu Panda 4. ouais, ouais, Puis c'est déjà confirmé, je pense qu'il va y avoir un troisième, d'une ouais. trois. Fait que, en fait, la question que tout le monde veut savoir, là, d'une deux ou Madame Web? Yeah. Mais, ah, je te dis, tu me dois au moins 2 heures de ma vie, là. Non, parce que on a quand même fait un combo deux films, d'une deux. Puis après ça, on est allé voir Madame Web. Puis les contrastes, la différence. Ah, c'est dégoûtant, même. Fait que Madame Web. vous voyez un très, très, très bon film qui vous passez un film qui est médiocre. C'est vraiment. Non, non, pas médiocre, mauvais. Objectivement mauvais. Genre, il y a pas de truc à sauver de ce truc-là. C'est Ouais, pas bad, genre, funny. C'est pas bad, genre, apprendre quelque chose. C'est comme si tu donnais, je sais pas s'il y a des gens qui ont grandi en regardant les séries CW comme The Flash, Arrow, dans les pires moments de ces séries qui sont connues pour leur faible budget, comment dire, t'as des scènes là, qui sont, qui sont mauvaises. Imagine, ces scènes-là, c'est les meilleures parties du film. ouais. Ah, c'est mauvais. Ah, ah. Ouais, non, Je regardais ma montre chaque 15 minutes. Ouais, 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 non, il y avait. J'ai hésité à sortir. Pour vrai, je voulais sortir. Ouais, non, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Puis, mais sérieusement, qu'est-ce que tu as pensé de Dune 2? D'une, ben, moi, je l'ai beaucoup aimé. Au niveau au niveau des visuels, au niveau de l'histoire, au niveau du commentaire sur, comment dire. Bon, on va essayer de faire ça sans trop de spoiler, hein. Mais, euh, Paul, euh,
apprendre à grandir avec les Fremen et prendre sa place comme leader, etc., Ouais, etc. Il est motivé par le discours de sa mère et qui utilise la religion et j'ai pas envie de trop parler de sa sœur et de la place qu'elle va prendre dans le film, mais il y a un commentaire sur la religion, l'utilisation de la religion par la politique, ouais, les enfants, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Jusqu'à, j'ai envie de dire, 1 heure et demie du film, j'ai rien vu passer. À un moment donné, on savait déjà que Paul avait des visions du futur, etc. Et ces visions-là vont prendre un rôle un peu, comment dire, trust me, bro, dans le film. À un moment donné, il commence à prendre des décisions et puis j'étais comme, ah, ok, il sait qu'est-ce qui va se passer, so I'm gonna trust him. Mais et c'est bien fait dans le film, donc ça tue pas trop la vibe. ouais. Au final, je donnerais un 8 sur 10 à tout ça, mais j'ai beaucoup aimé les différents environnements sci-fi, les différentes planètes, les ambiances, etc. Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, de vrai, moi, j'avais vraiment hâte à Dune 2. Les premiers films, j'ai quand même bien aimé, mais c'était quand même assez long, puis je trouvais qu'il n'y avait pas d'action. Dans le deuxième, il y a plus d'action, puis, tu sais, comme les jeux d'acteurs étaient incroyables, surtout par Timothée Chalamet. Et Hmm, je pense que c'est un très bon acteur. Puis dans les films, c'est comme Le Monde des Sables, tu peux voir le casting, il y a Christopher Walken qui est dans le film. Puis il y a des moments où ce que Timothée était capable vraiment genre, démontrer sa supériorité d'acteur genre, contre Christopher Walken. Mais juste pour vous dire que Christopher Walken, il n'y a pas vraiment des gros textes puis des grosses phrases. Je pense pas qu'ils ont mis vraiment ses talents d'acteur de l'avant. C'est parce qu'on veut vraiment mettre l'emphase sur Timothée, sur Paul. Puis il y a certains acteurs qu'on a vus parce que je ne veux pas vraiment beaucoup spoiler rien dans le premier film qui ont été quand même pressants, que dans le deuxième film, on dirait on a quand même voulu s'en débarrasser de ces acteurs-là parce que j'imagine que dans le troisième film, on va avoir un plus gros casting, puis on va avoir, tu sais, comme plus de méchants, on va dire. Puis, tu sais, comme il y a certains acteurs que j'aurais vraiment, qui ont quand même été assez marquants dans le premier, qui dans le deux sont moins marquants ou moins utilisés. Mais j'ai vraiment aimé l'histoire. Et il y a quand même une bonne connexion entre Paul puis Shani et Zendaya. Il y a quand même une mhm, bonne scène entre les deux. Puis on voit quand même un peu plus on commence à comprendre les acteurs, les personnages principaux, Paul, sa mère, puis vraiment leur intention, puis vraiment, dès que les films commencent, on sait où ce que les films s'en vont. Il y a vraiment une vision, il y a vraiment comme un sens à ces films-là. Tu sais, moi, je l'ai senti dès le début, comme tu vois, OK, ça, ces films-là, il y a un sens. Donc, tu vois, dès le début, là, tu comprends que c'est un film où ce que les directeurs, ils oui, savent où est-ce qu'ils s'en vont. Genre, Denis Villeneuve, vraiment, il savait où est-ce qu'il s'en allait, puis tu le sens dans les films. Fait que, tu sais, comme t'es pas perdu, genre, tu sais, ok, tu rentres là-dedans, puis t'es comme, OK, il y a de quoi. Il y a comme, ouais. il y a vraiment ouais. Ouais, ouais, non, c'est un de ses projets d'enfance. Il Mm. avait montré comment dire, des dessins de storyboard qu'il avait fait, je pense, quand il avait 13 ans, des trucs du genre. Ouais, mais genre, c'est quand même le côté casting, c'est excellent, là. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices connus. Il y en a, il y en a certains qui sont des nouveaux qui sont apparus, puis je pensais qu'ils allaient rester plus longtemps, mais finalement, vous allez le voir dans le film, mais il y en a qui restent pas full longtemps, et qu'on va peut-être pas voir dans le troisième film. Mais j'ai l'impression que pour moi, je suis comme en train de revoir un peu Les Seigneurs des Anneaux avec Dune. Genre, Euh, un, deux, trois. J'irai pas jusque-là. Mais Je te écoute, dirais, c'est un type de film différent. On en avait parlé avant, là, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup d'action, là. On parle
Donc, le directeur que, comme je te disais, c'est 1 heure de combat. Mais dans le sens Là-dedans. que, dans le sens c'est trois films, puis on va avoir trois films de Dune, puis c'est comme, c'est sûrement une inspiration. J'ai pas vérifié plus, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une inspiration, Le Seigneur des Anneaux pour Denis Villeneuve, certaines, là, puis la façon dont ça a été fait par Peter Jackson. Puis est-ce que ça va être aussi iconique? Est-ce que ça va être aussi impactant que Le Seigneur des Anneaux, d'une, puis quand ça va être les trois ensemble? Est-ce que les trois films vont être solides? Est-ce que ça va conclure l'histoire? Est-ce qu'ils vont avoir un quatrième? Ça, on ne sait pas. Mais déjà là, Avant de se rendre là, il y a quand même beaucoup de choses à adresser, là. Est-ce que tu as vu les excuses de Denis Villeneuve au Québec? non. OK. Denis Villeneuve a fait un discours où il exprimait, comment dire, ses sincères excuses au Québec parce qu'il n'avait pas pu rajouter le mot tabernacle dans le film. Ah, ok, oui. Non, en fait, c'était Josh Brolin qui il voulait que l'acteur Josh Brolin dise tabarnak, mais tu sais, comme avec l'accent américain, ça, ce n'est pas bien fait. Finalement, il l'a pas Ouais, fait. Mais je sais pas ouais, si non. ça a été comment le contexte de mettre tabarnak dans ces films-là. Tu sais, ça sort de où, ça vient de où. Mais c'est comme, Et, ouais. Est-ce que ça, ouais, tu non. sais, ça aurait été, est-ce que ça aurait vraiment fait dans le film? Finalement, il l'a pas fait à cause que l'acteur, avec son accent et tout, ça aurait été difficile. Mais est-ce que c'était. Écoute, ils ont inventé une nouvelle langue juste pour le film. Ils auraient pu rajouter un tabernacle là-dedans. Ouais, c'est ça, OK. Ouais, ouais, c'est certain avec la nouvelle langue. Puis, ouais, pour de même, moi, j'ai vraiment aimé. Je pense qu'on a fait un petit review, puis j'avais mis 9 sur 10. Puis, ouais, ça Non, reste moi, dans les. ça reste un 8 sur 10. Ça C'est reste. vraiment beau, là. Et quand j'en ai parlé avec un ami, il me disait 8 sur 10, c'est un peu bas. Là. C'est pas bas, c'est genre. Je pense que j'ai donné 8 sur 10 à Spider-Verse aussi Ouais. et à Mission Impossible, mais c'est juste que il y a des moments dans le film où je dis comme je dis, là, tu vois que l'histoire, il y a des décisions qui sont prises et tu es là, OK, trust me, at some point it will make sense. Mais peut-être qu'il va faire du sens dans le troisième, mais pour moi, Ouais, c'est ça ça. reste en 9 sur 10. Ouais, je vais pas vraiment changer la note que j'ai donnée. Ça reste en 9 sur 10, j'ai vraiment bien aimé. Puis, tu sais, comme y pensant bien, j'aurais aimé que certains acteurs qui ont vraiment brillé dans le premier continuent à briller dans le deux, mais finalement, tu sais, on les voit plus, mais finalement, tu sais, ça s'est pas donné. Mais j'ai vraiment hâte au troisième film. Mais ma question pour toi, Kev, si deux aurait sorti la même année qu'Oppenheimer, parce qu'il y a eu les Oscars aussi, puis il faut se dire que Christopher Nolan a gagné un Oscar pour Oppenheimer, Cillian Murphy pour l'acteur principal, Robert Downey Jr. pour l'acteur secondaire, Ouais. le meilleur film de l'année. Est-ce que tu penses que si Dune 2 aurait sorti en même temps l'année passée, est-ce que tu penses que c'est Dune 2 qui aurait tout gagné? Euh, les Oscars, comment dire, c'est pour le show, mais c'est déjà, c'est largement prédéterminé, là. Mais mettons, meilleur film de Si l'année, j'étais, Dune 2 ou Oppenheimer? bah, pour moi, c'est Oppenheimer, all the way. I'm like, Oppenheimer, ils ont pris un pari risqué, ils ont pris un casting qui était incroyable, ils ont fait une histoire qui, de base, n'intéresserait pas grand monde, ils ont réussi à en faire quelque chose de gigantesque. Il y a eu tout un timing avec Barbie, etc. C'est devenu un événement, c'est quelque chose. Dune, c'est cool, mais comme tu dis, Kung Fu Panda just took away the shine from it. Ouais. Ouais, mais écoute, si ça allait sorti la même année, je pense pas qu'Oppenheimer aurait pu vraiment gagner tous les prix qui sont gagnés. Ça aurait été vraiment difficile. Mais, Parce que l'année vraiment, prochaine, si après, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autres films qui vont être aussi bons, parce qu'à date, pour beaucoup de gens, les meilleurs films de l'année, parce qu'on est juste au mois de mars, les meilleurs films de l'année, c'est Dune 2. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti qui peut vraiment battre ça jusqu'à maintenant. Il reste encore le restant de l'année.
Mais certains, à date, pour 2024, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu à date, là. J'ai pas vu grand film cette année, à part Madame Web, puis Aquaman qui est Ouais, sorti l'année passée, que j'ai revu cette année. Et c'était comme. Oh! Mais The Iron ouais. Claw, c'est sorti l'année passée. Fait que. Ben, je dirais, c'est un des films qui, oui, c'est cool si vous arrivez à le voir en streaming ou quoi que ce soit, mais ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma, vraiment. Ouais. Et pour ceux qui sont du Québec qui nous écoutent, en septembre, il y aura Hans Zimmer qui va jouer au Centre Bell. Mm. Je pense que les tickets vont être live à partir du 22 mars. Fait que si vous aimez la bande sonore de Dune et que vous voulez bah, profiter de l'expérience, maybe grab a ticket. Je vais essayer d'en avoir. Là. Fait que, Mais, de ça. ouais. Mais c'est vraiment génial de voir un talent québécois se distinguer dans le monde du cinéma, genre, tu sais, comme, de voir, parce que quand même au Québec, il y a beaucoup des gens qui sont démarqués, que ce soit dans Georges Saint-Pierre dans les combats, Céline Dion dans la chanson, puis là, tu vois Denis Villeneuve qui quand même se distingue, qui, euh, qui quand même est en train de bâtir une franchise, qui quand même bâtir quelque chose d'assez énorme avec Toon. C'est vraiment bien de voir ces talents québécois. Puis ça inspire sûrement, certainement, parce que tu as étudié en cinéma, ça inspire vraiment la prochaine génération des jeunes réalisateurs. Qu'est-ce que tes amis en pensent? Qu'est-ce qui, quand ils voient Denis Villeneuve, est-ce que ça les motive à aller plus loin? Est-ce que ça les motive à genre vraiment se dépasser, à vraiment genre viser à viser plus grand. Bah, Denis Villeneuve, c'est une histoire intéressante. En tout cas, il- son autre film que j'avais vu avant, bon, j'ai vu Blade Runner, mais avant, c'est Polytechnique aussi. Mhm. C'est c'est sûr que c'est un cinéma qui fait parler. Après, est-ce que les gens aiment ou aiment moins? Hein, ça dépend. Je vous invite à nous dire qu'est-ce que vous pensez de sa carrière. Moi, Dune, j'ai vraiment aimé. Blade Runner aussi. Polytechnique, j'ai, j'ai de longues pensées là-dessus, mais c'est trop long pour aujourd'hui. On en reparlera une autre fois. Ouais. Fait que je vous invite à aller encore aller le voir au cinéma. On est quand même rendu à la mi-mars, puis c'est encore au cinéma. Ça va être encore seulement jusqu'avant la fin du mois, jusqu'au début du mois d'avril, j'imagine là, que ça va encore être là. C'est vraiment à voir en IMAX puis au cinéma. Allez-y, allez le voir, c'est vraiment un très beau film. Puis on a vraiment hâte au prochain. Ouais, Dune 3 qui va sortir. Je sais pas si tu as une date. Il n'y a pas encore, non, c'est une date exacte. Mais oui, ben moi, c'était vraiment cool comme podcast, Hugo. Juste rappeler à nos auditeurs que au moment où vous voyez ça, ben, sur notre page Instagram, vous allez trouver une version résumée pour ceux qui veulent juste savoir en quelques minutes qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, avec nos graphiques, etc. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous, dites à vos amis que d'écouter les deux Yeti, c'est cool, etc. Oui, exactement. Puis abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, YouTube. Puis merci encore. Puis nous, on va se revoir au prochain podcast. Merci, Kev. Merci.